Merci Raphaël pour ta présentation. Le temps qu'elle se prépare, je vais vous présenter Elisabeth, Elisabeth Sulmon, qui est architecte. Donc Elisabeth est une ancienne collaboratrice du projet Cobotique et est architecte au sein de l'agence LFA, Looking for Architecture. Au sein de LFA, elle travaille sur différents projets d'architecture et de scénographie, comme la réhabilitation de l'ancienne école des Beaux-Arts de Lyon, rue Néret, l'aménagement du Technicentre, Grandes Locaux, ancien complexe SNCF de plusieurs hectares à Oulin, ou la scénographie du festival Nuits Sonores à Lyon. En plus de ses activités d'architecte, elle participe activement au sein de ALF, structure satellite de LFA, qui est une structure transdisciplinaire mélangeant innovation, processus de conception, outils de création contemporains et recherche. Les activités de ALF consistent à faire du commissariat, inviter des artistes dans leurs locaux, organiser des conférences, le tout avec une approche critique, théorique et spéculative. Au sein de LFA et ALF, Elisabeth porte des projets d'édition, des réflexions sur la théorie architecturale, l'art contemporain et les processus de conception et de fabrication émergents. Concernant sa relation à l'impression 3D, c'est un sujet qu'elle étudie en faisant appel à différents domaines hétérogènes, mais qu'elle aborde surtout sous l'angle de l'ontologie et la philosophie en général. Donc je prends la suite un petit peu de Raphaël et pour parler d'objets 3D, je vais vous évoquer le cas, on va dire, de l'ontologie orientée objet et du lien de cette ontologie orientée objet qui est en fait un courant philosophique avec le cas du réalisme spéculatif. Donc moi, le lien avec le robot, c'est que j'ai pu collaborer au projet Cobotique qui a été présenté juste avant par Raphaël. Donc ça permet de faire le lien de façon très logique. Et alors moi, j'étais pas du tout dans la partie technique au niveau de la mise en place du protocole pour l'impression 3D. J'étais plutôt dans la partie sensible ou post-traitement, on va dire, lecture sensible de ces objets qui étaient générés par système d'extrusion. Et donc je me retrouvais face à des objets qui étaient, ma foi, fort étranges, avec des qualités sensibles que je trouvais aussi très intéressantes, des textures qui aussi étaient très particulières. Et finalement, c'était un petit peu comme des ovnis sortis nulle part. Je ne savais pas du tout comment les appréhender. Et j'ai cherché des clés de lecture pour pouvoir, on va dire, me les approprier, en quelque sorte. Et pouvoir en tirer des informations et pouvoir essayer d'identifier de quoi il s'agit en fait. Et donc cette recherche autour des petits objets, j'ai continué aussi à la mener en parallèle, toujours dans cette logique menée initialement par Églantine de ces objets microscopiques du quotidien qu'on sort de leur contexte, qu'on regarde tels qu'ils sont et qui soudainement nous apparaissent de façon totalement étrange quand on les prend vraiment isolés et qu'on les regarde pour ce qu'ils sont. En fait, ils apportent beaucoup d'informations. C'est pourquoi j'ai découvert le principe de l'ontologie orientée objet. Pour comprendre cette théorie qui est métaphysique et qui est assez, par moments, difficile à appréhender, je vais faire une histoire extrêmement brève de la philosophie de l'objet, mais donc très très survolée. Ensuite, on va voir un petit peu ce que c'est que l'ontologie orientée objet, qui a été développée par le philosophe américain Graham Harman. Et on va voir en quoi cette philosophie a infusé dans le domaine à la fois artistique, mais aussi théorique et sur plein de domaines différents au travers de ce qu'on appelle le réalisme spéculatif. Et ensuite, on va regarder un petit peu quelles sont, ou identifier quelles limites il y a à cette ontologie orientée objet. Pour faire une histoire extrêmement brève de la philosophie de l'objet, on remonte à très très loin avec la notion de dilémorphisme qui avait été développée par Aristote. Et donc pour lui, il y avait l'objet, il avait deux valeurs. Il était composé à la fois d'une forme et il était également composé de matière. Donc ça, c'était les deux constituantes de tous les objets, on va dire, dans le monde. Et donc c'est une doctrine scolastique et qui est composante de tout système dans la nature. Quand on fait un saut dans le temps et qui est bien postérieur, au XVIIe siècle, on a le principe de la monade qui est défini par le philosophe et théoricien Leibniz.
je ne vais pas rentrer dans la définition de la monade parce que c'est une notion qui est très complexe et que je ne maîtrise pas forcément totalement. Mais ce qu'on retiendra, c'est que c'est une substance qui est simple et qui est sans partie. Et donc, en fait, de ce fait, la compréhension du monde, c'est une composition d'une multitude de toutes petites monades qui vont être avec des fenêtres ou sans fenêtres. Donc, en fait, c'est un petit peu... On peut faire une forme d'analogie avec l'atome, mais ce n'est pas du tout l'atome tel que nous, on l'entend aujourd'hui. Et pour le philosophe Graham Harman, ces deux théories-là sont ce qu'il appelle des théories de la substance, qui sont une lecture non pas de l'objet, mais de la matière constituante, on va dire, du monde. Et ensuite, Graham Harman, il a cette seconde théorie de philosophie qui l'intéressait énormément, qui est celle de la phénoménologie, mais qui n'a strictement rien à voir avec les deux premières théories qu'on vient voir, parce que la phénoménologie, c'est une idée selon laquelle tout ce qu'on voit et tout ce qu'on perçoit dans le monde est vécu au travers d'un prisme qui est subjectif et qui est le prisme de l'humain. Et donc finalement, dans cette théorie, selon Harman, on n'a jamais accès au réel en soi ou à la réalité des choses en elles-mêmes, parce qu'on est toujours caché par la lecture qu'on a de ces choses-là. Et donc il prend l'exemple qui est cité par Heidegger, qui est un grand philosophe de la phénoménologie, qui est l'exemple du marteau cassé. Et en fait, il dit que le jour où un marteau casse, comme on a ôté toute fonction à cet objet, pour la première fois, en tant que spectateur, on est obligé de le voir, l'objet, pour ce qu'il est réellement. Et donc, on a accès à une part de réel que, par ailleurs, on ne pourrait jamais voir, en fait. Et cette métaphore du marteau cassé, on peut la retrouver un petit peu avec des architectures qui étaient un petit peu cassées originellement, avec cette question de l'architecture naïve, et notamment le palais idéal du facteur cheval, qui nous paraît extrêmement étrange et qui nous permet de regarder l'architecture pour ce qu'elle est, parce que elle est dépourvue de fonctions, elle est dépourvue des qualités originelles qu'on attribue à l'architecture, qui sont se couvrir, se loger, etc. Et à la place, on nous propose tout un système de formes qui sont extrêmement complexes, organiques, et qui nous permettent d'appréhender l'architecture pour toutes ses qualités sensibles, et qui nous permettent de regarder l'objet dans son entière complexité, on va dire. Et en fait, c'est un petit peu à partir de ces deux grands courants philosophiques que Graham Harman développe ce qu'il appelle l'ontologie orientée objet. Et en fait, c'est une philosophie qui fonde un courant de pensée qui est vraiment centré sur l'objet. Cette théorie, elle commence à être en vogue aujourd'hui, mais elle reste assez méconnue, et elle s'oppose à une autre théorie philosophique qu'on appelle relationniste, et qui est issue de Deleuze. Et donc Deleuze, il avait cette idée selon laquelle il ne s'intéressait pas du tout aux objets, il s'intéressait aux relations qui étaient tissées entre ces objets-là. Et donc en fait, c'était une théorie philosophique des flux, des tourbillons, des essaims, etc., où on ne regarde pas la chose pour ce qu'elle est, mais on regarde le lien qu'elle entretient avec la chose à côté. Et donc Graham Harman, il dit que cette philosophie-là, elle est dépassée, et elle est dépassée aussi en architecture parce qu'elle se traduit par le paramétricisme, avec toutes les architectures de Zaha Hadid, de Schumacher, etc., que je ne sais pas très bien prononcer, mais je pense que c'est ça. Et donc elle s'oppose, en fait, le paramétricisme, c'est un peu l'apogée de cette interprétation deleuzienne du monde, et qu'en fait, pour Graham Harman, on ne peut pas vider l'objet par ses qualités sensibles. Il y a toujours une part de l'objet à laquelle on n'a jamais accès. Et donc pour lui, en fait, il développe une ontologie plate, c'est-à-dire que tous les objets ont la même valeur, peu importe s'ils sont virtuels, s'ils sont matériels, s'ils sont oniriques, donc s'il s'agit d'un rêve, s'il s'agit d'une goutte d'eau, etc., etc. Tous les objets, en fait, ont la même valeur. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, il faut imaginer que pour lui, un objet, c'est comme un oignon. Il y a plein de couches différentes, et qu'à la surface du monde, on a accès aux couches extérieures du monde, en tant que percevant. Et donc, on a accès à des choses très simples, comme sa couleur, sa texture, la matière, les ondulations qu'il génère en interaction avec les choses qui y font face, sa prise au vent, ses reflets. Et donc, en fait, il y a toute une ribambelle de qualités qui auréolent l'objet, mais par contre, il reste toujours un noyau dur de cet objet qui reste en retrait de notre perception sensible et à laquelle, nous, on n'a jamais accès. Et moi, je trouve intéressant de faire un petit peu ce parallèle avec le monolithe
qu'on retrouve dans 2001 Odyssée de l'espace, qui est à la fois originel et qui incarne complètement le futur, parce que cet objet, c'est comme si on avait accès de façon fictive, parce qu'évidemment c'est métaphysique et c'est pas possible, à ce noyau ontologique de tout objet, qui serait dépourvu de toutes ses qualités sensibles, de toutes ses qualités esthétiques. Il ne réagit plus du tout à son environnement, c'est comme un espèce de trou noir, et on a accès un peu au noyau et au corps, enfin, vraiment fascinant, inquiétant, de ces objets qu'on ne saurait voir par ailleurs. Et donc finalement, la théorie de l'ontologie orientée objet, elle dépasse, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc sur le schéma de gauche, elle dépasse cette idée d'une phénoménologie qui serait anthropocentrée, où on considère que le réel n'existe uniquement par le prisme de l'homme. C'est-à-dire qu'on a l'observateur qui verrait toute cette ribambelle d'objets, et ça, ce serait le réel en tant que tel. Pour lui, en fait, l'observateur humain, il n'est plus le seul auteur de la réalité perçue. En fait, les objets et toutes les choses qui l'entourent fonctionnent sans avoir besoin que l'humain soit là pour les justifier. Donc l'observateur humain, il va voir des choses, des objets, mais ça va être une toute petite sphère par rapport à la richesse et à l'étendue de ce qu'on peut considérer comme étant le réel. Et en ce sens-là, ça justifie l'idée selon laquelle il n'y aurait pas un seul réel, une seule réalité, qui est celle perçue par l'homme, mais une multitude de réalités auxquelles et pour lesquelles l'humain et nous, on n'a pas accès. Et c'est très étonnant et c'est intéressant parce que cette théorie philosophique qui est métaphysique, c'est-à-dire qu'elle est assez fondamentale et par moments elle est assez étrange et elle peut être un peu imbitable, et ben finalement elle a une grande influence sur les pratiques artistiques parce que par exemple Graham Harman et tout son courant ont été placés à la 68e place de la liste dressée chaque année par la revue Art Review en 2014 des 100 personnes les plus influentes dans le monde de l'art contemporain. Et donc en fait il y a eu toute une mouvance artistique et culturelle autour de ce réalisme spéculatif et de l'idée de ces mondes qui existeraient en quantité. Et donc, si on reprend ce schéma de Graham Harman et de l'oignon, il faut imaginer que pour lui, l'art, c'est avoir la capacité, non pas de percevoir uniquement les couches surfaciques de l'objet, mais de réussir à entrevoir à un moment donné, par une pratique artistique, cet objet qui dort dans les profondeurs. Et donc il le dit assez poétiquement de cette façon. Il dit « Il y a là une allusion à l'objet silencieux, situé dans les profondeurs et qui se trouve vaguement fusionné avec sa légion de qualités sensuelles. » Et donc en gros, le réalisme spéculatif, c'est plein d'hypothèses sur des réalités potentielles qui pourraient exister indépendamment de notre capacité à les percevoir ou à les comprendre pleinement. Et donc, si on reprend des exemples de pratiques artistiques qui ont été en lien avec ça, juste pour comprendre vraiment le réalisme spéculatif et pourquoi ça a une influence sur la 3D, on a cet exemple de Diffitocratie par une artiste, je pense qu'elle est polonaise, qui est très intéressante. En fait, c'est une expérience participative d'immersion dans la sphère sociale végétale. Elle part du principe que potentiellement, il pourrait y avoir une phytopolitique qui existe, c'est-à-dire un réel et vraiment un agencement, une structuration des essences végétales entre elles, et que ontologiquement, c'est-à-dire nous, fondamentalement, on ne pourra jamais avoir accès à celle-ci. Par contre, on pourra chercher à développer des outils pour essayer de la comprendre et pour essayer de la percevoir. Et donc c'est intéressant parce que avec ce projet artistique participatif, elle reprend plein d'objets qui sont liés à l'agroforesterie, le mythe, les cultures locales, l'industrie, etc. Ils sont de près ou de loin liés au règne végétal. Et elle vient les réutiliser un petit peu à la façon du marteau cassé de Heidegger. C'est-à-dire qu'on re-regarde à nouveau ces objets en se disant mais ils nous paraissent étranges soudainement. Une cuillère, c'est plus la cuillère avec laquelle on va manger un yaourt, par exemple. On va l'appréhender complètement différemment. Un autre exemple, mais ici qui n'est pas dans la sphère artistique, qui est dans la sphère archéologique, donc là c'est de l'archéologie spéculative, c'est une expérience qui a été faite par des archéologues, et donc c'est une expérience sonore qui s'appelle Fossiles sonores. Donc des archéologues sont allés dans des grottes où il y avait de l'art pariétal, et ils sont venus faire des captations sonores extrêmement fines de l'environnement dans ces espaces-là, et ils sont venus par des procédés
qui relèvent à la fois de la science mais également de la fiction, venir transformer par petites touches ces captations sonores-là pour essayer de les déformer et pour essayer de venir recréer le langage des sapiens qui auraient été à l'origine de toutes ces peintures-là et qui auraient été dans ces grottes-là. Et donc, c'est vraiment un très beau documentaire sonore parce que c'est une retranscription, on entend des voix de gens parler qui sont parfaitement artificielles, donc finalement qui n'existent pas, mais qui auraient une forme d'existence ou de légitimité parce qu'elles raconteraient quelque chose qui aurait eu lieu dans le passé. Et donc, en fait, c'est un exemple très intéressant de spéculation par l'archéologie, par l'art ou par d'autres domaines. Et en fait, on va dire, où est le lien avec cette impression 3D ? Finalement, l'impression 3D et l'émergence de toutes ces techniques-là, ce qu'elles ont permis, c'est d'ouvrir un champ de création plastique, de formes qu'on n'aurait jamais pu faire en fait, par ailleurs, qu'on explore, et qui nous crée des objets, un petit peu à la façon de ce marteau cassé, des objets absolument fascinants, qui sont parfaitement étranges, qu'on n'arrive pas à mettre dans une case spécifique, et pourtant qui vont nous renvoyer à plein de réalités, plein de choses auxquelles on va les rattacher. Et ici, on a un projet qui est très intéressant, Grotto, qui renvoie au mythe, à l'archétype de la grotte et de la caverne. Et ce qui est très intéressant, c'est que il renvoie autant à l'univers de Borromini et de l'architecture baroque, il renvoie également à toutes les profusions ornementales qu'on peut trouver en architecture. Il va renvoyer à l'idée de cabinet de curiosité. Et puis en fait, finalement, on n'arrive pas à le mettre dans une boîte. Il est situé entre le naturel et l'artificiel, mais il n'est ni étrange ni familier à nos yeux. Et en fait, on vient brouiller ici les frontières entre les objets issus de la nature, de la technique ou de l'ordre du merveilleux. Et je trouve ça très intéressant. Et également, c'est intéressant ce que disait Raphaël sur cette question des formes finalement assez archaïques et primitives qu'on vient recréer avec l'impression 3D et les outils numériques. Et c'est Agamben, qui est un philosophe qui parlait dans un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» qu'est-ce que le contemporain aujourd'hui ? Et lui, il développe, je ne pourrais pas vous le reciter exactement, mais ce rapport entre ce qui relève de l'archaïque et ce qui relève du contemporain. Et en fait, finalement, que l'interprétation de ce qui est contemporain, c'est une revisite, c'est la capacité à revisiter finalement des choses qui ont déjà été écrites dans le passé. Et donc, le parallèle, il est peut-être assez simple, mais formellement, entre cet art naïf complètement du facteur cheval et ces formes extrêmement techniques et sophistiquées de Michael Hansmeyer, il y a un dialogue qui se crée. Ici, on a une photo de l'intérieur de cette structure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est toute la technique qu'elle va engendrer, parce que c'est un nouveau niveau de lecture. C'est un maillage de 260 millions de facettes, dont la résolution a été calculée, donc ça je l'ai noté, jusqu'au dixième de millimètre. Et voilà, c'est un langage algorithmique qui est à l'origine de toutes ces formes et qui a permis aussi de repousser les limites, on va dire, techniques et non expérimentales, vraiment d'impression pure des objets 3D. Et donc, en fait, ici, on a une forme qui est entre la sculpture et l'architecture et qui nous conduit à une espèce de seuil de perception haptique, on va dire, de ce qu'est l'espace et l'architecture. Une autre réalisation de Michael Hansmeyer qui est très intéressante, c'est Subdivided Columns. Et donc ici, il est venu créer une 6e colonne qui n'aurait jamais existé dans les 5 ordres grecs, romains, etc., qui existaient auparavant. Donc dorique, ionique, corinthien, on les connaît bien. Et en fait, cette 6e colonne-là, elle a été faite à partir d'une colonne abstraite dorique. Donc c'est une dorique qui a été utilisée comme, on va dire, input général. Et ensuite, il y a tout un travail de subdivision de cette forme-là qui a été mené. Et en faisant en sorte de garder les proportions et de conserver les proportions originelles de ce qu'est une colonne, avec la base de la colonne, le fût qui garde les mêmes proportions, un chapiteau qui puisse également se distinguer, etc. Mais il est venu en fait réinventer complètement on va dire ce fondamental pour nous architectes de l'architecture avec ce qu'est la colonne. Et donc à nouveau ici, on se retrouve avec des objets qui semblent extrêmement technologiques, qui sont très bizarroïdes, parce que quand on regarde de près, on
on reconnaît quand même la patte de l'impression 3D. Et en même temps, quand on regarde de loin, cette profusion ornementale, elle nous rappelle quelque chose qui est extrêmement, on va dire, organique et végétal. Et donc, c'est très intéressant. Et puis après, bon, ça, c'est moi qui ai un petit peu poussé le vice, mais même quand on regarde ce genre de colonne en plan, peut-être que le parallèle, il est facile, mais on retrouve à nouveau toutes ces formes baroques qui ont pu inspirer notamment l'église Saint-Charles des Quatre-Fontaines de Borromini à Rome, où avec toutes ces formes qui sont à la fois organiques, qui sont très orchestrées, et puis en même temps qui amènent à plein d'autres choses, le parallèle entre le temps et les époques, il se fait assez bien, quoi. Et enfin, une dernière œuvre de notre Michael Hansmeyer, ça va être une scénographie qu'il a réalisée avec Romeo Castellucci pour une représentation de la flûte enchantée de Mozart. Et donc ça, c'était en 2018. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il reprend un petit peu les principes géométriques du palais baroque avec des entrailles organiques pour cette scénographie. Et en même temps, on retrouve des références à des grottes artificielles. Je pense notamment à la grotte de Tétis à Versailles, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, mais qui était une profusion ornementale sans nom et une espèce de facétie parce qu'on venait recoller plein de coquillages et recréer des espaces qui étaient de l'ordre de la démonstration, en fait. C'était une scène de théâtre aussi dans Versailles, qui était très intéressante. Hop. Et également, cette mise en scène que je trouve personnellement assez impressionnante, elle est intéressante parce qu'elle marche aussi avec l'objet de cette scénographie. En fait, on se retrouve avec une œuvre qui est kaléidoscopique, qui se décline en subdivision un petit peu à l'infini et qui présente une symétrie qui est parfaite. Et elle est cohérente avec la dualité de cette scène et notamment de la mise en scène parce qu'ici, les spectateurs, les chanteurs ne sont pas les danseurs. Donc en fait, tous les personnages sont doublés sur scène. Donc ils ont quelque part leur miroir à chaque fois. Et cette recherche de blancheur et de miroir, le personnage et les acteurs vont se perdre parce que le spectateur va les regarder, il ne va jamais savoir lequel danse et lequel parle. Et du coup, la scénographie augmente, en tout cas, le propos qui est présent dans la flûte enchantée, quoi. Et on se retrouve avec des objets quasiment, qui sont plastiquement assez éblouissants, et puis qui nous renvoient à plein d'univers et de choses plus ou moins identifiables et différentes, quoi. Après, quelles sont les limites de cette ontologie orientée objet? Parce que finalement, tout n'est pas parfait. Et bien, si je reprends ce principe de base qui est l'illémorphisme chez Aristote, lui, il considère, comme on l'a dit, que l'objet, c'est une déclinaison de forme et c'est une déclinaison de matière. Et ça permet de faire le lien avec la conférence qui a été faite juste avant, c'est qu'il y a un manquement à ce postulat, parce que, et donc ce manquement a été corrigé et proposé par Simondon, qui dit que l'objet n'est pas juste le résultat d'une forme et d'une matière, il est le résultat d'une forme, d'une matière et d'une force, parce que cette force, une force extérieure, va venir informer les rapports qu'entretiennent la forme et la matière. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait complètement écho au workshop qu'on a pu faire tout à l'heure, où finalement, les choses sont mouvantes. Et le problème avec l'ontologie orientée objet, c'est qu'elle propose une vision de l'objet qui est extrêmement statique, mais qui ne s'inscrit pas dans une temporalité spécifique. Elle s'inscrit pas dans... Elle ne prend pas en compte la question de la gravité, où en fait l'objet va se craqueler, il va bouger avec le temps, et c'est ça qui nous intéresse en architecture. Et ça ne va pas prendre en compte les degrés de plasticité qui vont aussi changer en fonction des viscosités, qui vont modifier avec l'argile, etc., etc. En fait, ça ne prend pas en compte la corrélation entre la force, la forme et la matière. Donc ça, c'est un petit peu le premier manquement, c'est que toute la question de processus, elle est complètement balayée avec l'idée de l'ontologie orientée objet, qui a pourtant des choses intéressantes à dire, mais il y a des limites. La seconde limite, elle concerne un peu un pan de la production architecturale et de design qui se fait beaucoup aujourd'hui, qu'on appelle le néomatérialisme, et qui regroupe une production artistique qui trouve sa condition dans la créativité naturelle.
Et donc ça regroupe tout un champ et une pratique artistique et architecturale où il y a une co-création, une co-construction qui va être faite entre quelque chose de physique, de chimique ou de technologique et des choses qui vont être plus organiques, où en fait l'homme va venir tisser des choses avec la nature, l'homme va venir tisser avec la matière, on va venir faire des boucles de rétroaction où l'homme va composer avec le robot, etc. etc. Donc en fait, cette question de la coproduction, elle est complètement balayée. Et par exemple ici, l'exemple il est flagrant, en fait, la Mycelium Chair qui est assez connue dans le monde du design, c'est une chaise qui a été imprimée en 3D avec un tissu filament à base de mycélium et qui permettait en fait de venir, aux champignons en fait en soi, de venir pousser et co-composer, on va dire, avec l'humain et avec l'objet qui à la base a été imprimé, une forme qui va s'intégrer pleinement à l'identité de cette chaise-là. Et donc en fait cette chaise-là, l'identité va également bouger parce que tout ce qui est organisme vivant, il ne reste pas en place, il n'est pas statique, à moins d'être mort, et encore il bouge beaucoup. Donc voilà, et cette pratique artistique, elle est très présente également dans le milieu de l'architecture. Je pense notamment à toute cette production néo-matérialiste avec Neri Oxman et le Mediated Matter Group. Ici, on a l'exemple qu'elle a réitéré par deux expériences différentes de co-création d'un pavillon avec des verres à soie. Donc ici, c'est une expérience qui a duré 10 jours. Elle a mobilisé 17 500 verres à soie, très précisément. Et en fait, ils sont venus créer une structure, on va dire, de base, filée et imprimée en 3D. Et ensuite, ils sont venus, au préalable, étudier les comportements des verres à soie, qui vont plus ou moins tisser en fonction de s'ils sont à la lumière du jour, s'ils sont dans l'ombre, etc., etc. Et en fait, venir positionner des verres à soie sur des zones pour créer des effets de densité ou pas de la structure. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce que la structure, je ne sais pas si on voit... On la voit ici. En fait, la structure, elle a été tissée sur un axe horizontal pour permettre aux verres à soie on va dire, de faire leur œuvre. Et cette structure que vous voyez qui est ronde, comme ça, elle opère un mouvement continu qui permet, en même temps que les verres à soie sont à l'œuvre, de venir tisser la structure. Donc ça, vous le voyez, je pense, ici. Voilà, en fait, c'est vraiment ce principe où, tandis que le verre à soie est à l'œuvre, et ben l'axe de rotation tourne, et ce qui permet en fait au petit verre à soie que vous voyez ici d'accompagner en fait ce tissage-là plutôt que de l'imposer, parce qu'on ne peut pas imposer à des animaux de venir construire des choses, assez logiquement. Un dernier exemple de ce néomatérialisme qui, je trouve, justifie pleinement la notion de réalisme spéculatif ou l'interprétation qu'il peut y avoir, c'est un projet qui s'appelle Vespers. Et en fait, ce sont des masques mortuaires développés à nouveau par le Mediated Matter Group. Et ça, en termes de design, c'est extrêmement je trouve ça très intéressant. D'un point de vue sensible, le discours, c'est que le masque mortuaire, ça a toujours été un outil pour les communautés et les sociétés pour accompagner le mort dans l'au-delà et pour lui donner de la force pour qu'il vive bien son au-delà, on va dire. Et en fait, l'idée, c'était de jouer avec la notion de masque mortuaire pour y associer une notion de régénérescence. Et donc, en fait, pour créer ces masques-là, du vivant a été insufflé. Et en fait, je m'explique. Les structures, elles ont été imprimées en 3D et pour venir injecter plus ou moins de densité, de couleurs et de matière, etc., il y a un travail de mapping qui a été fait sur des voxels. Ils ont récupéré, on va dire, de la data de personnes vivantes, de la donnée scientifique, que ce soit du souffle, etc., pour venir on va dire, transformer les degrés d'opacité, etc., suivant toute une logique qui est très spéculative ici, c'est toute la partie rouge, ça va plutôt relever du sanguin et des flux. On va avoir toute une partie plutôt ossuaire avec d'autres colorations et types de colorations qui sont associés, etc. Et donc, si je retrouve ma souris...
Voilà, donc on se retrouve avec une forme qui est extrêmement organique, où finalement on se dit que cette régénérescence est opérationnelle, et puis en même temps, entre guillemets, on devine l'artifice parce que on voit nettement un petit peu apparaître les filaments de l'impression 3D. Donc c'est une œuvre qui, à ce sens-là, était très intéressante et permet d'expliciter en tout cas une démarche contemporaine qui n'est pas l'ontologie orientée objet. Voilà. Merci.